Bonjour Juan, bonjour Ruben. Bonjour. Nous sommes là pour parler du dernier Corto Maltese. Plus de 20 ans après, vous reprenez le personnage. Comment ça s'est fait? Ça s'est passé cette expédition? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on est arrivé peut-être? Bon, ça arrivait que par hasard, l'agent droit de Corto Maltese, c'est mon ancienne éditrice italienne de Black Sad. C'est Patricia Zanotti. Alors, je l'ai rencontré plusieurs fois à l'occasion de la promotion de Black Sad en Italie, notamment au Festival de Lucca. Et bon, elle savait déjà que j'étais un passionné du personnage, elle aimait bien mon travail aussi. Donc, au moment donné que Patricia a décidé de faire la suite de les aventures de Corto Maltese, m'a fait appel pour écrire le scénario et moi j'ai dit oui. Et puis, quand Patricia m'a demandé avec qui j'aimerais faire un couple artistique, moi j'ai proposé Ruben, parce que d'abord, j'ai une grande admiration pour son travail, puis je pense que c'est le dessinateur le plus pertinent, parce que déjà, à l'époque, Ruben avait travaillé sur un personnage qui s'appelle Dieter Lumpen, qui était déjà une aventurière. Alors, bref, pour moi, c'était de toute évidence que Ruben était le dessinateur approprié. Et voilà, on a fait un petit essai et c'est parti. Tout le monde a été content, même Patricia que les éditeurs, jusqu'à ce moment. C'est vrai que le projet est quand même resté secret à un moment. Jusqu'à ce qu'on annonce il y a plus d'un an que le livre est sorti. C'était en 2014, je crois que c'était annoncé fin 2014. Oui. Jusqu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas le dire pour travailler dessus. On a travaillé en secret, on peut utiliser les mots, mais en tout cas, ça a été plutôt en question de travailler un peu isolé. On peut imaginer que quand tu fais la reprise d'un personnage tel que Corto Maltese, c'est un icône de la BD, et puis se sont passés plus de 20 ans depuis le dernier album, il faut quand même guérir un peu, soigner un peu la communication. C'est pour ça qu'on a travaillé un peu caché. Mais voilà. Donc tu écris le scénario, tu le montres à Ruben, et qu'est-ce qu'il en pense de ton scénario? Heureusement, lui est à côté de moi, donc on profite. Oui, je pense que c'est dans les premiers moments, après l'émotion de faire la reprise, nous avons parlé, notre désir c'est de faire une chose qui allait pour un côté dans la ligne droite et pour l'autre côté dans la ligne hauteur. Je suis préparé à trouver un scénario avec les différences évidentes avec les maîtres. Et pour un côté, c'est surprise qu'il y a plusieurs choses qui sont de la manière de raconter des Pratt, et pour l'autre, il y a un côté de Juan Diaz que c'est évident. Et je pense que ça m'intéresse beaucoup aussi, que son personnalité restait dans ce personnage. Je pense que le même que j'ai fait, c'est le côté intéressant parmi les deux, c'est de travailler avec cette complexité, cette confiance, en même temps parmi les deux, de respecter le côté personnel de l'autre pour le bon fan de l'histoire. Vous dites, il faut que je reste dans le style de Pratt, il faut que je travaille pour mon style à moi. Je vais vous dire ce que je fais de façon de Pratt, comme il faisait lui, je le travaille à ma manière. J'ai mélangé les deux choses. D'un côté, je pense qu'une suivre, il y a un côté de respect, de donner les mêmes au lecteur que les personnages précisent choses qui sont très familières. Et pour l'autre côté, il y a comme auteur de travailler avec d'une manière avec esprit, bien commode pour moi. J'ai besoin de travailler pour le côté
comme j'ai comme auteur en même temps. Il n'a pas voulu faire une copie, et qu'il n'est pas possible de faire une copie de Prat. Fait l'univers, aller le plus proche, je prends des choses de lui qui sont très évidentes pour me donner l'ambiance corto. Et pour l'autre côté, il y a des choses qui sont de moi. Le même fan, il a écrit des choses qui nous avons parlé, jamais Prat visualisé ou a dit une carrière de voiture, par exemple. Mais ces choses qui sont là, mais en même temps, c'est intéressant de faire des choses nouvelles. Tout ça m'intéresse beaucoup, c'est le côté auteur qui est mélangé avec les choses qui sont évidemment pratiennes. Quand tu dessines le premier Corto Maltese, ça vous a fait quelque chose au niveau dessiné La sensation de voir comment il revient à la vie. Bon, c'est un moment d'émotion, ça c'est évident, parce que on est des auteurs, mais tout d'abord on est des passionnés de personnages, et comme la plupart des lecteurs, on avait envie de retrouver les personnages. Donc tu peux imaginer que quand j'ai vu les premières images des courtes dessinées par Ruben, pour moi j'étais vraiment ému. Est-ce que l'idée de départ c'était vraiment de le remettre dans cette année-là? Alors que quand on l'avait quitté, on était dans les années 20, on s'approchait des années 30. Là on revient au lendemain de la guerre. Pendant la guerre. Bon, disons, l'idée c'est suivre un peu le même parcours d'Europrat dans ce sens. C'est un parcours assez libertaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a choisi l'année 1915 pour notre histoire, parce qu'il y a d'abord un côté symbolique dans cette date. Notre histoire se déroule jusqu'après la balade du Mer Salé et pendant la Grande Guerre. Mais en tout cas, pour faire la suite, on a la liberté d'effectivement aller aux années qui se passent entre la jeunesse et la balade, ou puis on peut choisir aussi des histoires qui se passent dans les années 20 ou 30, parce qu'il y a plein d'espaces vides, d'espaces blancs dans la biographie de personnages qu'on peut profiter maintenant que nous sommes un peu qu'on a la commande de faire la suite de la série. Ce qui est fort aussi, c'est l'entrée de la première page, c'est quand même de retrouver Rasputin avec Corto Maltese. Bien que Rasputin ne prendra pas l'histoire complète, c'est bien de le retrouver. C'était d'entrée, c'était bon ça? Oui, tout à fait. C'est un personnage pour nous indispensable, c'est incontournable. Rasputin, c'est un peu comme la présence de Pandora, bien qu'on ne la verra pas dans l'album, elle est là. Donc ce sont des personnages super importants dans l'imaginaire des Corto Maltese. Alors pour faire une réapparition après si du temps, il faut mettre des personnages les plus importants. Ouais. Je sais pas, on retrouve des personnages historiques dans cette histoire, qui se mêlent à l'histoire. Le choix de ces personnages que vous avez choisis, c'était délibéré, c'était cherché, un hasard? En général, c'est un truc que j'ai toujours adoré chez Europrat, de mélanger la réalité avec la fiction, à tel point qu'on ne connaît pas vraiment parfois si le personnage est vrai ou pas. C'est une chose que j'adore, parce que ça nous donne une espèce de... Comme ça, on peut trouver une histoire plus nuancée, plus liée à des événements historiques précis, mais qui en même temps garde un esprit romancier, on peut dire. Donc voilà, on a essayé de faire pareil. On a trouvé pendant le moment de la documentation beaucoup d'événements et puis des personnages super intéressants, comme l'explorateur Matthew Henson, par exemple, l'explorateur
afro-américaine, que c'est un personnage historique vrai, réel, un peu écarté de l'histoire officielle et que d'une façon ou de l'autre, on a essayé de revendiquer grâce à notre album. Ce que bien aussi, c'est que cet album est lié à la jeunesse avec la présence de Jack London. Jack London dans le tripot aussi de la jeunesse. Ouais. Là, on en parle vraiment. Oui, Jack London joue un rôle, on peut dire, à mon avis, de frère aîné de Corto. On a vu effectivement dans la jeunesse comme cette aventurière qui est un peu dans la fin de sa carrière d'aventurière, il commence à se retirer. Et par contre, Corto arrive avec toute sa jeunesse et c'est une espèce de passer les flambeaux. Donc pour moi, c'est super important à ce niveau-là. Et puis aussi, c'est une référence en même temps littéraire de Europrad très claire. Donc on a profité de ça parce qu'en racontant une histoire qui se passe au Grand Nord, c'est de toute évidence qu'on peut profiter de Jack London. On voyage beaucoup dans cet album. Comment, Ruben, tu as visualisé ce voyage? Parce qu'on est dans une ville, on va partir vers le Grand Nord, la neige, l'espace. Il y a un côté de la propre imagination, c'est vrai, c'est tout avec une base stricte de documentation. Mais c'est nécessaire la documentation, c'est évident. J'ai la chance que Juan m'a envoyé plusieurs documentations et tout ça me facilite pour aller moi-même chercher d'autres choses. Mais c'est la documentation qu'il m'a envoyée de tous les morceaux, de toutes les tranches de l'histoire qui c'est un peu avec mon imagination qui fait le parcours. C'est évident qu'il y a un bloc grand de l'histoire, que c'est le Grand Nord. Alors c'est à niveau structure, composition, au niveau des arbres, de le blanc, de la neige. Ce n'est pas une référence photographique, mais c'est une référence de tout l'ensemble que j'imagine avec les visuels de photos et de documentation de comme peut-être ce pays, ce pays très éloigné de nous. C'est vrai qu'on a l'impression de pouvoir y être dans ces échanges d'espace, se retrouver dedans. Ah oui, oui je pense que le Grand Nord c'est un peu comme le Pacifique, comme les mers. C'est la grande extension, la ligne d'horizon parfois c'est très loin, il y a des arbres, et donner la sensation de solitude, que c'est la même que dans les mers. Alors je pense que c'est bien d'aller pour un chemin de construire de nouveau une image Corto, un paysage, mais la solitude l'accompagne. C'est bon. Je pense que c'est une bonne idée. Hugo Pratt avait des auteurs en littérature qu'il appréciait beaucoup. Il avait le Grand de s'annoncer. Il aimait beaucoup Jack London, vous avez dû relire des romans pour vous imprégner de l'ambiance? Oui, tout à fait. Une chose que j'ai fait, c'est relire par exemple les histoires de Jack London qui se passent au Grand Nord, parce que c'est ça déjà une source d'inspiration assez forte. L'influence de Jack London dans l'œuvre de Pratt, c'est évident, pas seulement dans Corto Maltese, mais dans des autres histoires. Il arrivait même jusqu'au point de raconter une histoire de Jack London plusieurs fois, dans son histoire de Corto, mais aussi dans des récits de guerre qu'il a fait pendant son période argentine. Donc, d'abord, Jack London, c'est une influence évidente. Puis, on peut chercher des autres références littéraires comme celle de Conrad. Notre album, il y a à un moment donné un voyage dans un fleuve de Yukon qui nous amène jusqu'à le cœur des ténèbres avec un personnage qu'on dirait on peut trouver des ressemblances avec Kurt. Donc voilà, il y a plein. Au moment donné, Europress a
décrit lui-même comme un héritier d'une tradition de narrateur des histoires d'aventure. Et le voilà pourquoi c'est pas si compliqué suivre un peu la piste. Après, il faut avoir du talent, ça c'est évident, mais suivre un peu la piste de ses références. Parce que lui-même était un mec généreux, il l'a dit parfois, quels sont ses romans préférés, côté le cinéma pareil, il a beaucoup parlé de ses références et on peut suivre un peu la piste pour arriver à avoir un peu l'esprit qu'il a cherché toujours dans ce groupe. Castellman a sorti l'album en noir et blanc, une version couleur. Au départ, c'était l'idée ou ça s'est fait après? Dans les premiers moments, on ne parlait pas de faire une option d'engagement, on parlait de faire l'album. Une idée de faire l'album comme on fait maintenant là, avec les couleurs. Mais après, ils ont dit que la force de noir mérite une version d'engagement, que c'est la version pas très populaire aujourd'hui. Mais en même temps, c'est que tous les amateurs de Corto Maltese qui les connaissaient bien, les souvenirs de l'édition d'Anganois du travail de Palma. Pour moi, magnifique qui ont fait l'édition d'Anganois. Pourquoi j'ai dessiné dans ma tête un Anganois depuis le moment. Mais si bien j'ai laissé des choses pour les couleurs. C'est une autre manière de raconter parallèle au Anganois. Il y a des détails, les saisons, l'aurore boréale. Il y a des choses qui sans les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais la force de noir, j'aime beaucoup que c'est là. Vous êtes occupé de la mise en couleur et la prise, c'est pas très antique, la couleur, les albums de pâte. Oui, dans ce premier moment, on pensait de donner les couleurs, le coloriste de pâte, mais nous faisons une épreuve. Et avec mon dessin, ne fonctionnait pas beaucoup. Donc je préfère faire moi-même les couleurs. Et comme on respectait beaucoup mon condition d'auteur, alors pas de problème, c'est moi qui fais les couleurs. Seulement j'ai l'ajout d'un collaborateur pour remplir les couleurs. C'est un couleur informatique, digital, pour remplir les couleurs à niveau technique même, les couleurs. C'est moi-même. Les deux. Quel est votre message préféré? Rasputin. Ah oui, je pense que Corto, mais Rasputin c'est le deuxième, parce que c'est les deux forces opposées, pas du tout, mais les deux sont très grands personnages. D'un côté Corto, Rasputin, c'est l'ombre de Corto. Ouais. Moi, j'ai essayé la diplomatie, tous les deux, parce qu'en fait, pour moi, je crois vraiment, honnêtement, ils sont presque les mêmes personnages. Vous savez on peut dire que peut-être Rasputin c'est le côté noir de Corto, mais à mon avis, ça que Hugo Pratt a très bien fait, c'est jouer un peu avec les contrastes entre l'un et l'autre, mais d'une façon intelligente, parce qu'on voit parfois comment Rasputin devient l'idéaliste, on peut dire, parce qu'il s'amuse bien avec l'aventure et tout ça. Et par contre, c'est Corto, c'est le plus préoccupé par l'argent, à un moment donné, pour trouver les trésors. Donc, ils sont un peu les mêmes personnages qui changent beaucoup de personnalité. Et pour moi, ça donne un esprit très intéressant et qui nous amène à une histoire très loin d'un sens de la vie manichéenne. Donc beaucoup plus nuancé. Et ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours paru très intéressant dans les histoires de Corto. Je ne sais pas si tu connais, il y a l'histoire que
sais pas si c'est une histoire propre de Mas ou si c'est part d'une histoire de Max Friedman, de Vittorio Giardino, Si, avec, qui raconte un fusil. oui, ça me rappelle l'image. Et un autre. L'année passée, l'histoire de Max Friedman se passe à la guerre d'Espagne aussi, donc il y a un moment donné qu'il se trouve à Maran avec l'espèce de complot. Et dans l'histoire secrète, la série de Delcourt, à un moment il y a aussi la guerre d'Espagne et on voit une image comme ça pareil, c'est habillé comme Comates. L'histoire secrète. C'est chez Delcourt, c'est fini hier. On voyait une image comme ça, quelqu'un habillé comme Comates, en toute vie aussi. C'est lui ou pas. Merci beaucoup.